Le 15 janvier 2017 restera gravé dans les annales de l'histoire. Pour la première fois, le sommet économique mondial de Davos en Suisse est inauguré par un président chinois, Xi Jinping. L'événement est exceptionnel. Le leader du plus grand pays communiste du monde réussit un tour de force en donnant une leçon de libre-échange aux élites économiques mondiales. 我们要坚定不移发展全球自由贸易和投资，在开放中推动贸易。 Ça a été un grand moment de communication, je crois, pour la Chine et pour le président chinois. Parce qu'évidemment, la Chine est tout sauf favorable à un total libre-échange. La Chine accélère en quelque sorte et met en avant désormais la supériorité du modèle chinois. Xi Jinping est un leader très intelligent. Il saisit toutes les opportunités. Dès qu'il y a le moindre espace libre, il l'occupe. Quand Xi Jinping va à l'ONU, ça se voit. Quand il voyage en Afrique, tout le monde le regarde. Il y a cette forme d'attractivité des grands leaders. Galvanisé par cette nouvelle aura, Xi Jinping dévoile ses véritables objectifs. 倡导构建人类命运共同体，促进全球治理体系变革。 N'oubliez jamais que Zhongguo en chinois, ça ne veut pas dire l'empire du milieu, ça veut dire le centre du monde. En mars 2018, à la surprise générale, Xi Jinping annonce qu'il ne rendra pas le pouvoir comme prévu, mais qu'il modifie la constitution pour devenir président à vie. C'est la première fois qu'un dirigeant chinois concentre autant de pouvoir depuis Mao. C'est l'alliance entre un système dictatorial et la Silicon Valley. Cela constitue une menace pour la civilisation mondiale. C'est la première fois qu'un dirigeant chinois use avec autant de force de la culture du secret. La diplomatie du Covid de M. Xi Jinping, c'est d'abord on dissimule. Ensuite on nie, le temps de trouver une parade, une réponse, une stratégie, une attitude, et ensuite on l'impose. Confinement ou pas, le bulldozer chinois continue d'éradiquer et d'écraser les Ouïghours. Ce sera la tâche de l'histoire chinoise, ce sera la marque de Xi Jinping. Pendant la crise du coronavirus, Xi Jinping verrouille la Chine et opère une fuite en avant, en intensifiant la répression sur les démocrates de Hong Kong, sur les Ouïghours du Xinjiang et en accentuant les menaces militaires sur Taïwan. Et si les Européens veulent mettre la tête dans le sable, entre guillemets, en pensant qu'un conflit avec Taïwan serait un conflit local, ils se trompent. Un conflit avec Taïwan serait global, puisque les Américains interviendraient. Jamais la Chine n'a été aussi puissante, ambitieuse et autoritaire. Jamais la Chine n'a autant bouleversé l'équilibre mondial. Qui est Xi Jinping? D'où vient-il? Et quel monde est-il en train de construire sous nos yeux? Un an après le début de la pandémie, alors que le monde entier s'enlise dans la crise et peine à comprendre l'origine du virus, le président chinois triomphe. 我们书写了抗疫史诗。中国迄今已向150多个国家提供抗疫援助。 积极支持并参与疫苗国际合作，中国将继续同各国分享疫情防控有益经验。我国在世界主要经济体中率先实现正增长。 Dans ce musée installé à Wuhan,
la ville d'où est partie la pandémie, Xi Jinping apparaît comme le héros d'une victoire historique et donne la leçon sur sa gestion exemplaire à l'avant-garde de la lutte planétaire. Xi Jinping veut montrer que la Chine s'est élevée au rang de grande puissance, que le modèle et le système chinois sont désormais capables de rivaliser avec l'Occident, voire de le remplacer. L'objectif pour la Chine, il est clair, et pour Xi Jinping, il l'est encore plus. La crise de la Covid-19 est utilisée pour mettre en avant cette efficacité du modèle chinois, pour mettre en avant le fait que ce modèle est capable de protéger la population et en même temps d'assurer un développement économique. Grâce à des hôpitaux sortis de terre en quelques jours, grâce à des mesures de confinement forcées, d'isolement, de traçage et de tests massifs obligatoires, Xi Jinping dit avoir sorti la Chine de la crise et remis le pays sur les rails de la croissance. En enfermant les gens, vous arrêtez la circulation du virus. Il n'y a aucun doute là-dessus. On ne sait pas d'ailleurs combien de gens ont été enfermés. Enfin, on le sait sur la province de Wuhan, qui fait 90 millions d'habitants déjà. C'est déjà plus que la France. Vous imaginez 67 millions de Français enfermés chez eux pendant 1 an. Dans cette exposition à la gloire de Xi Jinping, aucune mention n'est faite des milliers de morts chinois de l'épidémie. Aucune mention de l'origine controversée du virus ou de la date d'apparition des premiers cas en Chine. Aucune mention non plus des dizaines de disparitions, arrestations ou emprisonnements des journalistes citoyens qui tentaient de témoigner dans leurs vidéos, au début de la crise, de l'agressivité du virus ou des dysfonctionnements du système. Ce qui est clair, c'est que les enjeux politiques ils sont considérables pour le régime politique chinois aujourd'hui. Et si le régime a des informations qui sont potentiellement compromettantes, qui remettraient en cause le récit national, alors ces informations doivent disparaître. L'objectif, c'est de mettre en avant les succès de la Chine, c'est d'effacer évidemment les erreurs qui ont pu être commises, et c'est de faire passer la Chine de responsable potentiellement de cette pandémie au pays qui a été capable de sauver, entre guillemets, la communauté internationale. Xi Jinping dit avoir gagné la bataille sur le virus. Mais à quel prix pour la population chinoise et mondiale, et au nom de quelle idéologie ? Et si sa gestion de la crise du coronavirus était la parfaite illustration de sa conception du monde et de l'héritage qu'il s'est juré de défendre ? Pour comprendre cet héritage, il faut pénétrer dans les arcanes du Parti communiste chinois. Xi Jinping y est entré comme on entre dans les ordres. Après son élection à la tête du parti, il vient ici, sur le site historique de la première réunion du parti en 1921, pour prêter solennellement serment, comme dans une église, sous les yeux des illustres fondateurs du communisme chinois. Xi Jinping est un serviteur de la mission du parti, un peu comme un prêtre catholique. Il est parfaitement entraîné pour accomplir cette mission. Il fait partie d'un système idéologique qui pense que son heure est venue. Xi Jinping a déclaré clairement que le communisme était la seule vérité. Le communisme ne doit pas simplement être réalisé en Chine, mais il doit être propagé dans le monde entier. Xi Jinping est le numéro 1 inamovible du plus grand parti communiste du monde. Il règne sur 90 millions de membres et place la loyauté au parti, et donc à lui-même, au-dessus de tout. Ce qui me frappe le plus chez Xi Jinping, c'est son côté bonhomme, souriant, ouvert.
Et en fait, tout ça, je dirais, c'est de la blague. C'est une façade. C'est une main de fer dans un gant de velours. Quelques mois après son investiture, fin 2012, un premier masque tombe. Ses opposants diffusent dans la presse un document confidentiel dans lequel Xi Jinping aurait synthétisé sa pensée. Peu après son arrivée au pouvoir, Xi Jinping a promulgué, mais en catimini, de manière extrêmement secrète, un document qu'on appelle le document numéro 9. C'est au printemps 2013 qu'on en a pris connaissance. Il s'agissait de battre en brèche les idées libérales. On y découvre un Xi Jinping préoccupé par les forces étrangères hostiles, énumérant les 7 idées occidentales les plus dangereuses pour la Chine, comme la démocratie, les valeurs universelles des droits de l'homme ou la liberté de la presse. Le document numéro 9 est le premier à exposer les valeurs que porte en lui Xi Jinping. Cette publication a contribué à détruire toute illusion à son égard. On se rend compte que l'ennemi principal, c'est ce qu'il désigne comme étant les forces étrangères hostiles. Et qu'est-ce que ça veut dire? En fait, ça veut dire que le danger, c'est les valeurs universelles. Le danger, c'est la démocratie libérale. Et donc, le danger, c'est l'Occident. Ce dont on s'aperçoit pas forcément à l'étranger, c'est que quotidiennement, la propagande chinoise nous dénonce nos valeurs, essaye de lutter contre tout ce à quoi on croit comme idéaux politiques et idéologiques. Donc on est dans une guerre idéologique frontale, en fait, avec la Chine populaire. Mais c'est une guerre qu'on a du mal à appréhender lorsqu'on n'est pas en Chine même et qu'on ne parle pas chinois. Les clés de cette guerre idéologique et les ressorts qui structurent la personnalité du président chinois se trouvent pour la plupart dans son histoire personnelle. Une histoire qui se confond avec la grande histoire. Car comme la Chine communiste, Xi Jinping a connu une enfance et une adolescence très mouvementées. Xi Jinping est ce qu'on appelle un prince rouge. Il appartient à cette caste des fils de hauts cadres du Parti communiste. Son père, Xi Zhongzun, est un proche de Mao Zedong. Il participe avec lui à la création de la République populaire de Chine en 1949. Xi Jinping passe les premières années de sa vie au sein de l'élite communiste, dans une aile de la cité impériale. Xi Jinping est le fils d'un leader de l'élite politique, Xi Zhongzun. Sa jeunesse est privilégiée à Pékin. Il fréquente l'une des meilleures écoles, mais tout n'est pas rose. On dit que son père était très sévère. Il lui fait prendre son bain dans l'eau froide. Il est très ferme avec lui. En 1962, Xi Jinping, alors âgé de 9 ans, assiste à la descente aux enfers de sa famille. Son père est accusé par Mao de complot anti-parti. C'est le début d'une grande purge qui culminera pendant la révolution culturelle. Le père de Xi est violemment persécuté, exhibé au cours de séances d'autocritique de masse. Le jeune Xi Jinping passe du statut de privilégié à celui de traître. Il doit dénoncer son propre père dans des sessions de critique et subit lui aussi les violences des gardes rouges. Un calvaire que la biographie officielle passe sous silence, mais qui va marquer au fer rouge la personnalité du futur dirigeant. Dans un entretien accordé en 2000 à un magazine chinois, il se raconte comme un rescapé. Les gardes rouges m'ont dit qu'ils allaient me fusiller 100 fois. Ils ont menacé de m'exécuter. Et puis ils m'ont obligé à lire des citations de Mao du matin au soir. À 9 ans, il ne comprend pas ce qui lui arrive.
Comme son père est condamné comme anti-révolutionnaire, il doit se montrer bien plus rouge et plus révolutionnaire que les autres pour survivre. Pour prouver qu'il est un bon enfant de Mao, il redouble d'efforts pour s'imprégner des discours de Mao. Il s'acharne à mémoriser tous ses discours, au point que l'héritage de Mao est resté profondément enraciné en lui. Dès qu'il parle, le discours de Mao sort tout seul. Xi est alors confronté à un dilemme, renier son père et survivre, ou renier le parti et risquer l'exécution. En fait, on s'est beaucoup trompé, à mon avis, sur Xi Jinping et sur l'impact qu'avait eu le limogeage de son père, la disgrâce de son père, en ayant l'impression qu'il en avait gardé un ressentiment vis-à-vis notamment du Parti communiste. Et en fait, c'est pas du tout le cas. Vous avez deux types de fils. Vous avez les fils qui vont essayer de se venger d'une certaine manière, et puis vous avez aussi les fils qui essayent de réparer. Il y a cette volonté, je crois, chez lui de réparer ce qui s'est passé, de réparer cette tâche. Comme le père de Xi Jinping a subi un traitement vraiment cruel pendant la révolution culturelle, il s'est juré de ne jamais devenir comme lui, et il a pris pour modèle Mao Tse-tung. Il ne veut pas connaître le même sort que son père. Quelques années plus tard, à l'âge de 15 ans, Xi Jinping connaît un second traumatisme pendant la révolution culturelle. Il est envoyé à la campagne, comme des millions d'autres jeunes instruits, que Mao veut faire éduquer à la dure par les paysans. Xi Jinping se retrouve en exil pendant 7 ans, dans un petit village des Terres jaunes, une région aride et pauvre. La réputation de son père le poursuit. Il est étiqueté « ennemi du peuple ». Plusieurs fois, il tente de s'échapper. Xi Jinping est expédié à des centaines de kilomètres de sa famille et de ses amis, dans un environnement où il est considéré comme un enfant de l'élite, qui a juste besoin d'être frappé et traité comme un paria, et même presque comme un domestique. Alors que la révolution culturelle fait plusieurs millions de victimes, d'épuisement, de faim ou d'épidémie, des milliers de personnes sont poussées au suicide, comme la sœur aînée de Xi. Xi Jinping, lui, survit à tous ces calvaires. Pour utiliser une image facile à comprendre pour un occidental, on peut dire que l'arrière-plan psychologique, c'est le syndrome de Stockholm, quand une personne qui a été enlevée prend le parti de ses ravisseurs. Comme elle ne veut plus être la victime, elle adopte la manière de penser de ses ravisseurs. Xi Jinping s'est dit qu'il devait prendre le pouvoir pour ne jamais devenir une victime. C'est la raison pour laquelle il a adopté les méthodes de Mao Tse-tung. Maintenant, on peut presque dire que c'est un petit Mao Tse-tung. Xi Jinping revient d'exil, déterminé à prendre sa revanche avec l'histoire et redorer le blason de sa famille. Il a 22 ans et une ambition, faire carrière dans la politique. À ce moment-là, grâce à un ami qui accepte de falsifier son dossier et de rayer la mention de traître de son père, Xi Jinping reçoit enfin le sésame, la carte du Parti communiste, refusée 9 fois de suite auparavant. Lorsque je suis arrivé sur les Terres jaunes, à 15 ans, j'étais angoissé et perdu. Lorsque je les ai quittés à 22 ans, le but de ma vie était clair et j'étais regonflé de confiance. C'est grâce à toutes les épreuves qu'il a surmontées que Xi Jinping a pu devenir le 3e grand héros du Parti communiste chinois, après Mao Tse-tung et Deng Xiaoping. Comme le dit une expression chinoise, c'est après avoir trempé le fer 100 fois dans le feu qu'il se transforme enfin en acier. Je conseille à tous les pays du monde, aux Européens, aux Américains, de suivre l'exemple de la Chine. Cela ne sert à rien d'organiser un vote démocratique pour choisir un président. En 1979, grâce aux relations de son père, réhabilité par le successeur de Mao, Deng Xiaoping, Xi devient secrétaire particulier d'un grand général, ministre de la Défense. À 29 ans,
il adopte une stratégie très appréciée par le parti, repartir au plus bas de l'échelle et gravir les échelons de l'appareil un à un depuis la province. C'est le début d'une carrière politique qui va le mener au sommet. Généralement, les clans au sein du parti ne favorisent pas des personnalités fortes, car elles sont plus difficiles à contrôler pour les vieux dirigeants. C'est pourquoi ils préfèrent des personnalités plus ordinaires. Si Xi Jinping a été choisi, c'est parce que son ascension a été normale, sans rien de particulièrement remarquable. Pour gagner la confiance des caciques du parti, Xi Jinping devient l'un des plus dévoués. Entre-temps, il épouse Peng Liyuan, une célèbre chanteuse de l'armée populaire qui lui offre une notoriété hors pair et qui devient sa conseillère en communication. Elle le disait elle-même en ironisant dans la presse chinoise qu'elle était beaucoup plus connue que lui précédemment parce qu'elle était la chanteuse des chœurs de l'armée populaire de libération, donc de l'armée chinoise. Elle est la carte de visite de Xi Jinping. Elle contribue à donner une image plus aimable de son mari. Xi cultive une image progressiste et libérale qui séduit la population. Alors, en 2007, quand le parti examine les dossiers pour choisir le successeur du président Hu Jintao, il a le profil idéal. Les deux derniers présidents tentent chacun d'imposer leur favori, mais ils ne font pas l'unanimité et sont écartés de la course lors d'un scrutin interne du Politburo. Le seul adversaire sérieux de Xi Jinping est un autre prince rouge, Bo Xilai, beaucoup plus flamboyant. Bo Xilai a fait peur car il était trop puissant. Tout le monde craignait qu'il ne soit trop fort une fois au pouvoir. Xi Jinping a coché toutes les cases. Il avait à la fois ce parcours sans faute à travers les méandres de l'appareil du parti et cette naissance favorable qui lui a donné un poids énorme. Et ensuite, il y a de la manœuvre, il y a des luttes de clans et des luttes d'influence, et Xi Jinping a été le plus fort. Le 15 novembre 2012, Xi a éliminé tous ses rivaux. C'est lui qui devient numéro 1 du Parti communiste chinois avant d'être intronisé président de la République populaire de Chine. Sa revanche personnelle accomplie, il va maintenant porter la revanche de tout un peuple et réaliser la grande mission du Parti communiste. Xi Jinping essaye d'opérer une synthèse entre l'histoire impériale et l'histoire communiste. La grande question, c'est pourquoi fait-il cela? En fait, il essaye de construire une nouvelle légitimité au régime communiste qui n'a plus de légitimité révolutionnaire. On n'est plus à l'époque de Mao où l'objectif c'était de faire la révolution en permanence pour arriver au communisme. Il n'a plus la légitimité de Deng Xiaoping qui promettait aux Chinois de devenir riches. Et aujourd'hui, il faut trouver une nouvelle légitimité et cette nouvelle légitimité, il la trouve dans le nationalisme et donc le fait de mettre en valeur tout ce qui fait la grandeur du pays. Xi Jinping élabore un programme fédérateur pour la population, le rêve chinois. La Chine doit devenir la première puissance mondiale économique et militaire en 2049 pour fêter les 100 ans de la République populaire. 中华民族伟大复兴中国梦的时代，是我们日益走进世界舞台中央，不断为人类做出更大贡献的时代。 Auparavant, la Chine jouait ce qu'on pourrait appeler la stratégie du mine de rien, c'est-à-dire qu'elle essayait d'avancer sans que ça se voie trop, passant sous les radars. Xi Jinping a considéré
que la période de la discrétion était un peu terminée et qu'il fallait maintenant assumer une période de leadership. Pour légitimer son rêve nationaliste, Xi convoque des passages précis de l'histoire, comme la série de défaites subies par la Chine au XIXe siècle et toutes les humiliations infligées par les Occidentaux quand les guerres de l'opium précipitent la chute de l'Empire chinois. La Chine impériale est alors humiliée par la Grande-Bretagne et d'autres pays européens, qui la contraignent à ouvrir son marché au commerce de l'opium. Des milliers de Chinois deviennent alors dépendants à cette drogue. C'est le début des guerres de l'opium, qui se soldent par des traités inégaux pour la Chine, la perte de territoires stratégiques comme Hong Kong ou de ports comme Shanghai, et la mise à sac du palais d'été de l'empereur par les troupes françaises et britanniques. La Chine a vraiment souffert de la défaite et de l'humiliation, provoquées par les nombreuses guerres d'agression, l'occupation, la conquête de notre pays et l'établissement de concessions. Et je dirais que le sentiment chinois sur l'indignité de toutes ces agressions étrangères est très profondément ancré. Le rêve chinois prend ses racines dans l'agression occidentale. Il est donc nécessaire de redresser notre pays et de le rendre plus fort. Nous voulons retrouver la puissance de la Chine impériale. Pour retrouver cette puissance impériale, Xi Jinping a planifié une grande réunification de la Chine, un projet d'unification à la fois territoriale, ethnique et idéologique. Dans ce rêve chinois de Xi Jinping, cette Chine de Xi Jinping, il n'y aura qu'une seule identité. Il n'y aura pas de différence. Et toute différence ne sera pas tolérée. La première étape de cette unification passe par l'assimilation forcée des populations principalement ouïghours et musulmanes de l'immense région du Xinjiang. Cela passe également par la mise au pas de Hong Kong, où Xi Jinping veut en finir avec les démocrates. Xi rêve enfin de s'emparer de l'île de Taïwan, de fait indépendante depuis 1949. Pour accomplir le rêve chinois, Xi Jinping exige de la population qu'elle se soumette entièrement à son projet et qu'elle le suive, tel un prophète, à la conquête du monde. Xi Jinping est le grand leader qui doit accomplir cette mission. On peut voir dans les yeux de Xi Jinping un homme qui croit qu'il a un destin hors norme. Et c'est en quelque sorte encore plus intimidant. Pour lui, le scénario de cette histoire est écrit. La Chine ne peut pas échouer. Pour parfaire son scénario, Xi Jinping s'appuie sur l'un de ses plus fidèles collaborateurs, Wang Runing, jeune cadre prodige du Parti communiste. Déjà conseiller de l'ombre des deux derniers présidents, il connaît mieux que quiconque les rouages de l'appareil. C'est lui qui va aider Xi Jinping à élaborer une nouvelle idéologie et un plan de développement mondial pour la Chine. Wang Huning a beaucoup étudié la question de savoir si la Chine devait prendre une voie démocratique ou une voie totalitaire. Et c'est sur cette réflexion qu'il a eu le plus d'influence sur Xi Jinping. Selon lui, le développement économique et politique doit d'abord passer par le totalitarisme et la stabilité. Les progrès sociaux et les progrès politiques doivent venir plus tard. C'est là son idée fondamentale. Le brillant théoricien va convaincre Xi Jinping du virage autoritaire que doit prendre la Chine. La Chine est devenue un État totalitaire parce qu'elle a mis au point une idéologie. C'est un élément décisif.
Sous Xi Jinping, le pragmatisme a disparu et c'est une idéologie qui l'a remplacé avec des concepts comme le rêve chinois, le grand rêve nationaliste de la Chine. La Chine est devenue un État conduit par l'idéologie et nous qui étudions les États savons que lorsque les États deviennent idéologiques, ils deviennent dangereux. Pour renforcer son pouvoir, Xi Jinping lance une grande campagne contre la corruption, la chasse aux tigres et aux moucherons, du même nom qu'une campagne de purge de Mao. Toutes les couches de la population sont visées. Une partie de la population est contente de la lutte anticorruption et se réjouit de voir des dirigeants corrompus être punis et exhibés en public, comme pendant la révolution culturelle. Les Chinois, dans leur majorité, ont encore le culte de l'homme fort, le culte du bon empereur. Et ils pensent que Xi Jinping est un bon empereur parce qu'il lutte contre la corruption, il lutte pour le bien-être du peuple. Xi Jinping profite de cette lutte contre la corruption pour faire condamner tous ses opposants politiques. Pour consolider son pouvoir, il devait briser les structures politiques en place. La lutte anticorruption, c'est le moyen le plus efficace pour éliminer un adversaire politique, puisque toutes les grandes familles sont corrompues. C'est très facile de faire condamner quelqu'un pour corruption en Chine. 170 ministres et vice-ministres, 4000 officiers de l'armée et une centaine de généraux sont envoyés en prison ou remis dans le droit chemin d'une manière ou d'une autre. Dans la lutte anticorruption, plus d'1,5 million de cadres du parti ont été purgés. Ceux qui, avec leurs familles, représentent la population d'un petit pays. C'est à cela que l'on voit que Xi Jinping est devenu un dictateur sans pitié. Xi Jinping en profite pour envoyer un message fort à la société chinoise, en diffusant à la télévision les aveux et les confessions publiques de tous ceux qui ne respectent pas les règles. Aucun écart à l'idéologie du parti n'est toléré. Grâce à cette grande purge, le pays est vite remis au garde à vous, prêt à suivre Xi Jinping dans sa mission historique. Dans ce film de propagande, Xi dévoile la première étape de son projet, construire de nouvelles routes de la soie. Un projet pharaonique qui doit couvrir toute la planète de routes de commerce chinoises pour le bonheur de l'humanité. C'est la première fois qu'un président chinois lance de grands travaux à l'extérieur de son territoire. Xi Jinping débloque 1000 milliards de dollars pour construire des chemins de fer, des ports, des voies maritimes. Vers l'Asie d'abord, pour remédier au manque d'infrastructures, puis vers l'Europe, le Moyen-Orient, l'Afrique, l'Amérique latine. Un projet sans équivalent dans l'histoire de l'humanité. Avec un objectif central, accélérer les échanges commerciaux et vendre en un temps record toutes les marchandises chinoises pour maintenir la croissance à flot. Le projet des routes de la soie fait partie de ce contournement de la puissance américaine et occidentale afin de, petit à petit, grignoter les bases de soutien de l'Occident dans le monde, en commençant par l'Asie centrale, en continuant avec le Pakistan, en continuant avec l'Afrique de l'Est. Le projet des nouvelles routes de la soie, c'est une vision stratégique majeure pour le président Xi Jinping. C'est un plan à long terme. Nous n'avons pas de vision à long terme aux États-Unis ou dans d'autres pays occidentaux, ni pour nous-mêmes et encore moins vis-à-vis de la Chine. Xi Jinping propose aux pays les plus pauvres de leur prêter l'argent nécessaire à la construction de nouvelles infrastructures commerciales. Une soixantaine de pays se laissent tenter.
c'est l'histoire du Sri Lanka, un des premiers pays à accepter le prêt clé en main de Xi Jinping pour créer un gigantesque port au sud de l'île. Le peuple sri-lankais et le pays tout entier ont tiré beaucoup de bénéfices de la construction de ce port. Aujourd'hui, le Sri Lanka est devenu un port de transit très actif et très rentable. Je pense que le président Xi Jinping prêche une vision du monde futuriste, où tous les pays peuvent vraiment se rejoindre dans cette exceptionnelle tendance de développement. Aucun pays ne doit être laissé pour compte. Mais derrière la promesse gagnant-gagnant de Xi Jinping, le Sri Lanka n'arrive pas à rembourser son prêt à taux trop élevé. Alors la Chine lui propose un nouveau contrat, en échange du rééchelonnement de la dette. Plutôt que de recevoir de l'argent en échange, Pékin a dit on va prendre le contrôle des activités portuaires pour 99 ans. Ça, c'est un exemple en fait, où on a un pays qui cède une portion de sa souveraineté sur une infrastructure critique. Le rêve chinois de Xi vire au cauchemar pour la population sri-lankaise, qui non seulement perd son port, mais aussi les emplois d'une zone industrielle de 60 km² autour du port. Malgré quelques contestations, Xi Jinping continue sa route vers l'Europe et les pays plus développés avec d'autres contrats et d'autres tactiques. Il rachète d'abord des infrastructures stratégiques, comme le port du Pirée en Grèce ou une partie de l'aéroport de Toulouse en France, qui sera revendu par la suite, et propose des échanges dans tous les domaines. Au départ, les dirigeants européens déroulent le tapis rouge et multiplient les rencontres avec Xi Jinping pour attirer les investissements chinois. C'est un animal politique moderne. Il est autoritaire, mais il sait être convivial. Il serre les mains, il a une forme d'empathie qu'il essaie de promouvoir. Donc c'est un homme politique comme on les fait au XXIe siècle aujourd'hui. La route de la soie, c'est un projet chinois pour les Chinois, mais aussi pour les autres. Il y a une place pour nous, mais naturellement, ça correspond aux objectifs chinois. La route de la soie, c'est la constitution d'un continent, l'Eurasie. Au fond, c'est le partenariat entre l'Asie et l'Europe. La route de la soie, c'est la colonne vertébrale de ce nouveau continent. L'Amérique a été le centre de gravité du monde, maintenant c'est l'Eurasie qui doit devenir le centre de gravité du monde. Il y a dans la tradition chinoise une phrase qui nous revient de temps en temps, « Celui qui possède l'Europe possède le monde ». Ce sont les Allemands qui tirent les premiers la sonnette d'alarme en septembre 2016, après le rachat de KUKA, le fleuron allemand de la robotique. 2 ans plus tard, en février 2018, lors d'une conférence de presse sur la sécurité en Europe, le ministre des Affaires étrangères et vice-chancelier allemand Sigmar Gabriel rompt la réserve diplomatique et dénonce publiquement la face cachée des routes de la soie. Die Initiative für eine neue Seidenstraße ist ja nicht das, was manche in Deutschland glauben, eine sentimentale Erinnerung an Marco Polo, sondern sie steht für den Versuch, ein umfassendes System zur Prägung der Welt im chinesischen Interesse zu etablieren. Dabei geht es längst nicht mehr nur um Wirtschaft. China entwickelt eine umfassende Systemalternative zur westlichen, die nicht wie unser Modell auf Freiheit, Demokratie und individuellen Menschenrechten gründet. C'est vrai que la Chine a une stratégie d'influence, c'est pas à nier, mais même les Chinois le disent. Donc ils ne se cachent pas, et c'est écrit noir sur blanc. Quelles sont les ripostes à cela? C'est l'organisation de l'Europe. Ça, c'est clair que si nous restons divisés, la Chine trouvera des partenaires. En 2021, la Chine contrôle plus de 10% de l'activité portuaire européenne.
Pour certains pays européens, la dépendance économique à la Chine se transforme en une véritable dépendance politique. La Grèce devient le premier cheval de Troie de Xi Jinping en Union européenne. La Grèce a été l'une des grosses destinations d'investissement chinois. Le port du Pirée est aujourd'hui chinois. Et en début 2018, pour la première fois, l'Europe n'a pas pu déposer au Conseil des droits de l'homme de l'ONU à Genève son rapport annuel sur l'état des droits de l'homme en Chine, parce que la Grèce a mis son veto. Le plus fidèle allié européen de Xi Jinping, le dirigeant nationaliste de Hongrie, Viktor Orban, assume lui clairement son rapprochement avec la Chine. Il s'oppose régulièrement aux prises de position communes de l'Union européenne qui dénoncent les atteintes aux droits de l'homme du régime chinois. Lors de la crise du coronavirus, il commande des vaccins à la Chine avant même qu'ils ne soient validés par l'Union européenne et se fait symboliquement injecter le vaccin chinois devant les caméras. Un peu plus tard, il annonce que la Hongrie accueillera en 2024 le tout premier campus universitaire chinois en Europe. En cultivant des pays qui sont très dépendants de la Chine sur le plan économique, comme la Hongrie, comme la Grèce, comme la Serbie, on s'aperçoit que sur des questions comme les questions de droits de l'homme, les questions de Taïwan, du Dalai Lama, ces pays ont rompu avec la solidarité européenne et en fait se sont rapprochés de la Chine de manière inquiétante. Mesdames et messieurs, une surprise de taille attend le président français Emmanuel Macron quand il défend en juin 2017 au Conseil européen une loi pour protéger les entreprises stratégiques européennes des rachats chinois. La juste concurrence est préférable à la loi de la jungle. Il s'est retrouvé en face de lui avec le Premier ministre portugais, un socialiste, qui a combattu ce projet. Et donc après, il est allé le voir et il lui a dit « Mais si un jour on m'avait dit que je serais là à défendre les travailleurs européens contre un socialiste portugais, je ne l'aurais pas cru. » Et le Premier ministre portugais lui a répondu « Lorsque le Portugal était au creux de la vague avec la dette, qui a racheté ces entreprises? Ce sont les Chinois. » Et le Premier ministre portugais a répondu à Emmanuel Macron « Eh bien aujourd'hui, on est obligé de protéger les Chinois. » Ils peuvent utiliser leur pouvoir économique pour empêcher les critiques concernant leur propre régime. Ce qu'ils voudraient exporter, c'est de l'influence. Et ce qu'ils veulent obtenir avant tout, c'est le silence. Ils veulent empêcher tout commentaire désagréable et qu'on reconnaisse leur politique internationale. Hors d'Europe, c'est en Australie que Xi Jinping a le plus investi à tous les niveaux de la société. L'Australie et la Nouvelle-Zélande sont devenues une sorte de laboratoire des méthodes d'infiltration chinoise en pays démocratiques grâce à une vieille stratégie d'influence politique mise au point par le Parti communiste chinois. La stratégie du Front uni pour tout parti communiste est de rallier à sa cause des forces non communistes en les neutralisant, en les achetant, en faisant en sorte qu'elles deviennent des alliés objectifs de la cause communiste. Donc la Chine déploie multiples moyens pour essayer, dans les pays étrangers, chez ses partenaires, d'influencer la donne politique intérieure. La politique d'influence de la Chine est très active dans la société civile, dans les milieux d'affaires, dans les universités. Elle le fait en influençant les communautés de Chinois d'outre-mer. Elle le fait en finançant des campagnes de candidats favorables à la Chine. Fin 2017, une profonde crise politique secoue l'Australie et provoque la démission d'un sénateur corrompu par la Chine. La Chine est parvenue à ramener à sa cause des élus qu'ils avaient soudoyés afin qu'ils adoptent des positions favorables à la Chine sur d'autres questions sensibles où la Chine cherche des alliés. Après le scandale de cette infiltration politique, les relations entre la Chine et l'Australie se dégradent.
L'Australie alors a multiplié les prises de position et les prises de décision, que ce soit pour limiter le financement étranger des partis politiques australiens, que ce soit pour empêcher Huawei de participer à la construction de l'infrastructure 5G dans le pays. Les tensions entre les deux pays sont à leur paroxysme en mai 2020, quand l'Australie demande la première enquête internationale indépendante en Chine sur l'origine du coronavirus. Les Chinois ripostent immédiatement en annulant 10% de leurs commandes à l'Australie. Plus prudent en Europe, Xi Jinping cultive un réseau d'hommes politiques favorables à la Chine pour diffuser une image positive du pays en Occident. On a l'exemple d'un ancien Premier ministre britannique, M. Cameron, qui est maintenant à la tête d'un fonds d'investissement sur les routes de la soie. Donc, je ne sais pas quels sont ses émoluments mensuels. Je pense qu'ils sont très confortables. Le Parti communiste chinois cultive les personnalités politiques partout dans le monde, et y compris en France. Le cas de Jean-Pierre Raffarin est évident. C'est une espèce de porte-parole de la Chine dans l'Hexagone, dans la promotion de relations amicales entre la Chine et la France. Je défends les intérêts de la France, mais je ne les défends pas comme certains idéologues qui sont aveuglés par leur idéologie et ne voient pas la place que prend la Chine tous les jours. Il y a 10 ans, on disait c'est les États-Unis les alliés. Dans 20 ans, mon pronostic, c'est que beaucoup de gens diront c'est la Chine l'allié. C'est sur le continent africain que la stratégie de Xi Jinping est la plus aboutie. Depuis qu'il est au pouvoir, il organise chaque année une tournée auprès des chefs d'État africains pour faire lui-même la promotion de son modèle politique qu'il appelle la solution chinoise. Un modèle clé en main dans lequel le premier droit humain est le droit au développement économique. Dans un premier temps, les Chinois sont arrivés en Afrique à la recherche de matières premières. Xi Jinping y a ajouté une autre dimension, qui est la dimension justement de ce modèle chinois. Il y a une volonté de dire, regardez, nous avons réussi en 30 ans à sortir de la misère, nous sommes devenus la deuxième puissance économique mondiale, nous n'avons pas suivi la voie occidentale, nous n'avons pas ouvert notre système politique à la démocratie, mais nous sommes quand même riches, nous sommes quand même développés. Et donc voilà, ce système-là existe, c'est la solution chinoise, et vous pouvez l'utiliser. Une sorte de capitalisme autoritaire avec un fort rôle de l'État, beaucoup de capital injecté. C'est un modèle qui plaît, et il faut bien le dire qu'en Afrique, la Chine est extrêmement populaire. Depuis 2013, Xi Jinping a prêté plus de 120 milliards de dollars aux États africains. Il investit à tous les niveaux de la société, du pont le plus long d'Afrique jusqu'aux hôpitaux et aux écoles. La Chine de Xi Jinping est ainsi devenue le premier partenaire commercial du continent africain. Pour emporter les marchés, Xi Jinping propose à ses amis africains des contrats beaucoup plus pragmatiques que les pays occidentaux. Ce sont des régimes autoritaires, donc les grandes banques internationales ne prêtent pas d'argent aux dictateurs. Et la Chine, elle, est d'accord pour le faire.
le profil du dirigeant idéal pour Xi Jinping, c'est quelqu'un qui est suffisamment autoritaire pour permettre une stabilité par la force, mais suffisamment pragmatique pour être capable de développer son économie, de laisser respirer un peu sa société, etc. Pour se rapprocher des États africains, Xi Jinping oppose son propre modèle à celui des Occidentaux qui ont colonisé l'Afrique. Il se pose en défenseur des peuples africains contre l'impérialisme occidental. Avec l'arrivée au pouvoir de Xi Jinping, la Chine est rentrée dans une période beaucoup plus offensive sur le plan idéologique. Et elle fait tout pour montrer les dévoiements de la démocratie qu'elle appelle occidentale ou libérale, et montrer que son système politique est beaucoup plus à même de favoriser le développement économique. Et donc elle utilise ces relations pour finalement faire partie du débat de politique intérieure dans beaucoup de pays africains. Et c'est ça quand même l'élément nouveau de la présence chinoise. En moins de 10 ans, Xi Jinping a réussi à créer des partenariats économiques et politiques avec plus de la moitié des pays africains. Pour assurer la sécurité de son commerce avec l'Afrique et pérenniser ses investissements, Xi Jinping a franchi un cap qu'aucun de ses prédécesseurs n'avait osé franchir. C'est à Djibouti, sur l'une des routes commerciales les plus fréquentées du monde, qu'il a décidé d'installer la première base militaire chinoise à l'étranger. Le 1er août 2017, l'inauguration de la base militaire chinoise surprend tout le monde. Ce qui est assez frappant, c'est la rapidité avec laquelle les Chinois se sont installés à Djibouti. En moins d'1 an, vous avez eu l'installation d'une base. D'abord, pendant très longtemps, Pékin a nié son intention d'installer une base militaire à l'étranger. Il n'était pas question de reproduire le modèle américain. Alors ça a pris tout le monde par surprise parce que Djibouti c'est petit et plein de présences militaires occidentales, américaines, françaises, italiennes, japonaises. Ça fait beaucoup de monde dans un espace réduit où tout le monde s'observe à la loupe. Xi Jinping a envoyé à Djibouti un contingent estimé à plusieurs milliers d'hommes. Il affirme avoir un rôle à jouer dans la sécurité sur le continent africain. La base militaire chinoise de Djibouti a beaucoup attiré l'attention. Il n'y aurait probablement pas eu de base si le leader chinois était quelqu'un d'autre que Xi Jinping. Historiquement, la Chine a toujours décrié les bases militaires des États-Unis et a toujours déclaré que la Chine ne ferait jamais la même chose. Et pourtant, ils nous imitent de plus en plus. C'est donc un énorme changement et nous devons probablement nous attendre à voir ce type de comportement se développer avec le temps. Xi Jinping rêve d'une armée de classe mondiale. Comme Mao, il pense que le pouvoir est au bout du fusil. Depuis qu'il est au pouvoir, Xi Jinping multiplie les démonstrations de force. Sur la place Tiananmen, il inaugure les plus grandioses défilés militaires qu'ait connus la Chine. Pour avertir qu'il est en passe de rattraper son retard technologique, il dévoile en 2019 des missiles hypersoniques révolutionnaires, capables d'échapper aux radars américains, et de nouveaux missiles de dissuasion nucléaire intercontinentaux. En 4 ans, la Chine a construit l'équivalent de toute la marine française en nombre de bateaux et de sous-marins.
Le président Xi a proposé de construire une armée de premier rang. L'armée de premier rang signifie l'armée la plus puissante au monde, plus puissante encore que celle des États-Unis. Dans 2 ou 3 décennies, en 2049, nous dépasserons les États-Unis en termes de puissance militaire, ça ne fait pas le moindre doute. Le modèle pour la Chine, et c'est ça le grand paradoxe, c'est le Satan américain, c'est l'impérialisme américain. La Chine fait tout, la puissance chinoise fait tout pour copier les États-Unis dans tous les domaines, y compris dans le domaine militaire. Le 3 janvier 2018, 7000 soldats sont rassemblés pour les vœux du président Xi. Partout en Chine, 4000 sites militaires chinois sont connectés devant son discours. 要坚持领导带头，以上率下，坚持实战实训，连战连训，发扬一不怕苦，二不怕死的战斗精神。我宣誓，我宣誓，我做中国共产党的领导，全心全意为人民服务。我做别人，严守别人，严有顽强，不怕欺人，不会杀敌可忍，时刻准备战斗，绝不叛逆傀儡，誓死保卫中国。 Ce que nous sommes susceptibles de voir, c'est une armée chinoise de plus en plus compétente, de plus en plus redoutable, de plus en plus conquérante et tournée vers l'extérieur. Et ce sera un grand défi pour le monde. C'est au sud de la Chine, en mer de Chine méridionale et dans le Pacifique, que Xi Jinping a décidé d'affirmer sa puissance militaire, en multipliant les démonstrations de force. Juste en face des bases américaines, très présentes dans la zone depuis la Seconde Guerre mondiale. Après la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis ont occupé l'océan Pacifique et encerclé la Chine. Ils n'auraient pas dû faire une chose pareille. C'est malhonnête. D'ici 20 ans, nous aurons forcé les États-Unis à retirer tous leurs navires de guerre de cette région du Pacifique. Depuis 2012, Xi tente de s'approprier les eaux territoriales et les îles appartenant à ses voisins, comme le Japon, les Philippines, la Malaisie ou le Vietnam. Il revendique une souveraineté historique sur la quasi-totalité de la mer de Chine du Sud. Fin 2017, la tension monte d'un cran lorsque Xi installe des bases militaires dans les îles Spratleys et y pose, en plus de son drapeau, des batteries de missiles et des avions de combat. Les Américains se sentent trahis. Il y a une chose qui me gêne à propos de Xi Jinping. Quand il était à Washington, on lui a demandé s'il comptait militariser les îles de la mer de Chine du Sud. Il a dit non, je ne veux pas faire ça. Eh bien, ils l'ont fait. Ils ont militarisé ces îles en mer de Chine méridionale. Ce n'est pas très bon signe. Au fil des mois, on voit en fait émerger de véritables constructions sur ces nouveaux îlots artificiels. Là encore, tout le monde s'interroge, mais pourquoi? Mais qu'est-ce qui va se passer? Xi Jinping s'est petit à petit créé une véritable base militaire en mer de Chine. Il s'est approprié des récifs de l'archipel des Spratleys et les a transformés en îles artificielles, puis en base aéronavale, avant de poursuivre la militarisation sur les îles Paracel. Tout cela au mépris des jugements internationaux, comme la condamnation de la Cour internationale d'arbitrage de La Haye, qu'il ne considère pas comme légitime. C'est la politique du fait accompli. Début 2021, tous les pions sont placés pour un coup de force sur l'île de Taïwan.
统一是历史大势，是正道；台独是历史逆流，是绝路。我们不承诺放弃使用武力，保留采取一切必要措施的选项。 Ces entraînements au débarquement se déroulent juste en face de Taïwan, cette île que Xi Jinping s'est juré d'intégrer à la Chine. Ce problème traîne depuis trop longtemps. La Chine aurait dû se réunir avec Taïwan dès 1949. À mon avis, la seule solution est de mener une guerre contre Taïwan, une guerre de réunification. Parvenir à l'unification avec Taïwan, c'est indispensable pour Xi Jinping. Et c'est un objectif qui demeure aujourd'hui au fondement et au cœur du récit national imposé par le Parti communiste. Taïwan, c'est le contre-modèle insupportable pour le Parti communiste. C'est le modèle pour tous les Chinois qu'un autre avenir, un autre système politique est possible et que la démocratisation d'une société chinoise, elle est évidemment possible. C'est sur cette base en Mongolie intérieure que l'armée chinoise aurait même reconstitué le palais présidentiel de Taïwan pour simuler différents scénarios d'assaut. Et depuis début 2021, Xi Jinping multiplie les incursions réelles de chasseurs et de bombardiers dans la zone même de défense aérienne de Taïwan. Taiwan is clearly one of their ambitions, not only on the development, the numbers of ships, aircraft, rockets, etc., that they've put in the field, but the way they're advancing those capabilities as well. And I think the threat is manifest during this decade, in fact, in the next 6 years. Depuis 1979, une loi américaine oblige les États-Unis à s'assurer que Taïwan soit à tout moment en mesure de repousser une éventuelle invasion chinoise. C'est donc ici, dans cette zone, que se cristallise l'affrontement entre les deux grandes puissances du XXIe siècle. Fort de sa puissance militaire, Xi Jinping est maintenant prêt à affronter l'Occident sur le terrain des institutions internationales et à guider un nouvel ordre mondial. Il compte sur la nouvelle influence de son propre sommet international, l'OCS, le sommet de Shanghai sur la sécurité. En juin 2018, le sommet de Xi Jinping se réunit au même moment que le G7, le sommet des plus grandes puissances démocratiques du monde. Donc on a les instruments de l'influence chinoise. On a la route de la soie qui est la stratégie économique et d'influence politique considérable qui va jusqu'aux côtes de l'Afrique. On a cette alliance politico-militaire qui est l'Organisation de coopération de Shanghai, et ça fait sens, ça fait un système autour de la Chine qui est sans précédent, en tout cas dans l'ère moderne, et qui est un véritable pendant à l'organisation du monde telle que les États-Unis l'avaient organisée depuis la Deuxième Guerre mondiale. Xi Jinping préside le sommet avec à ses côtés son fidèle ami Vladimir Poutine, exclu du G7. À sa table, les 4 républiques autoritaires d'Asie centrale et surtout 2 nouveaux venus, l'Inde et le Pakistan, 2 puissances nucléaires rivales que Xi a réussi à réunir. En réunissant aussi comme futurs partenaires des pays comme l'Iran ou la Turquie, à qui il promet une oreille attentive,
Xi Jinping donne une légitimité incontestable au caractère global de son sommet. La stratégie de Xi Jinping pour imposer un nouvel ordre mondial, c'est de marcher sur deux jambes, comme aurait dit le président Mao. C'est-à-dire, d'un côté, devenir plus influent dans les organisations multilatérales existantes, et d'un autre côté, créer de nouvelles organisations multilatérales qui sont non occidentales, qui sont inspirées par la Chine et qui répondent beaucoup plus sur le plan idéologique aux intérêts et aux valeurs de la Chine populaire. Quel meilleur moyen pour neutraliser une grande institution que d'en créer d'autres à côté qui exercent certaines pressions? En Europe, on a un exemple absolument caricatural qui est la formation d'un sommet annuel 16+1, la Chine d'un côté, 11 pays d'Europe centrale et orientale membres de l'Union européenne, 5 qui ne le sont pas et qui sont d'ailleurs plus ouverts, plus vulnérables du coup aux influences chinoises. Ça a beaucoup inquiété l'Union européenne parce que c'était un risque de fragmentation. Il y a plus de 180 organisations dirigées par les Chinois sur la planète au titre des routes de la soie, qui viennent, au lieu de renforcer le système des Nations Unies, concurrencent le système des Nations Unies. Il y a des gens qui trouvent ça formidable. In der neuen und gegenüber dem Kalten Krieg heute weitaus komplexeren Welt geht es die Systemkonkurrenz zwischen entwickelten Demokratien und Autokratien. Was werden Historiker in 600 Jahren über unsere Zeit sagen? Werden sie den Beginn eines neuen asiatischen Zeitalters konstatieren und die Selbstaufgabe des damals sogenannten Westens am Beispiel Europas? 来宾和家人的健康，干杯！ Xi Jinping rêve d'imposer son nouvel ordre mondial aux dépens de l'Europe et des États-Unis. Et pour cela, il propose de construire une grande unité mondiale avec au centre la Chine. La grande unité mondiale signifie que tous les peuples du monde vivent au sein d'une grande famille et partagent le même bonheur, la même sécurité et la même joie. Contrairement au monde d'aujourd'hui, où les États-Unis sont le seul pays à régner en maître sur les autres, comme un tigre qui s'apprête à dévorer des moutons. Le parti promet toujours un futur radieux, des perspectives merveilleuses. Mais derrière tout cela, il y a des calculs très chinois. Depuis Mao, la Chine rêve de construire un paradis communiste mondial. Le monde de Xi Jinping repose sur une promesse centrale, celle de l'enrichissement pour tous. Mais en échange, pour atteindre ces objectifs, la société tout entière doit marcher dans la même direction, sans contre-pouvoir. Le monde de Xi Jinping est un monde sous contrôle, à commencer par les médias, à qui il rend régulièrement visite pour leur rappeler qu'ils sont avant tout la voix de la Chine. Et là, ce qu'il leur dit tous, il leur dit votre nom de famille, c'est le Parti communiste. N'oubliez pas que vous êtes là pour servir cette famille qui est le Parti communiste. Et donc, les journalistes ne sont pas là pour enquêter, pour informer. Ils doivent suivre l'agenda qui leur est dicté par le département de la propagande qui dépend du parti. L'ère de Xi Jinping est la plus mauvaise pour la presse chinoise depuis les 40 dernières années. Au point où, dans la presse, vous trouvez très peu d'informations réelles, sans parler d'opinion critique. Xi Jinping a annihilé tous les espoirs d'une démocratisation du pays. Les libertés d'opinion politique, de manifestation, de préférence sexuelle ou encore de religion sont sous surveillance. Tout manquement à l'idéologie du Parti communiste est une infraction à la loi chinoise. Le moindre faux pas est sanctionné. Les prisonniers politiques se comptent par centaines de milliers.
Aujourd'hui, Internet et les réseaux sociaux sont très contrôlés. Par exemple, si on écrit sur le réseau social chinois WeChat des critiques à l'égard de Xi Jinping, la police vient tout de suite vous arrêter. C'est ce qui arrive à cette jeune femme, après avoir filmé un acte d'opposition à Xi Jinping et mis la vidéo sur les réseaux sociaux début juillet 2018. La vidéo fait le tour des réseaux sociaux avant d'être effacée. Le jour même, la jeune femme parvient à photographier l'arrivée de la police à son domicile avant de disparaître. Moralement, le parti a une éthique utilitaire. 99% de la population est dans le droit chemin et les 1% restants disparaissent dans une zone d'ombre. Dans nos sociétés, nous trouverions cela problématique. Nous serions jugés pour la façon dont nous traitons les personnes considérées déviantes. Pour le parti, c'est juste un dégât collatéral et ces personnes sont traitées très brutalement. Tous les outils répressifs que Xi Jinping a mis en place depuis qu'il est au pouvoir, que ce soit la censure des médias chinois, d'Internet, des avocats et des militants des droits de l'homme, c'est quelque chose que Xi voit très clairement comme un mal nécessaire. Sa vision des choses, c'est que toute opposition aux règles du parti doit être réprimée très violemment. Depuis son arrivée au pouvoir, Xi Jinping s'est attaqué à Hong Kong, ce qu'aucun dirigeant avant lui n'avait osé faire. Cette enclave semi-démocratique, jusque-là préservée par un état de droit, hérité de la colonisation britannique, subit désormais une restriction toujours plus grande de ses libertés. Lam Wing-ki se masque le visage tous les jours pour semer la police politique. Il est l'un des 5 libraires et éditeurs hongkongais kidnappés en 2017 et séquestrés en Chine continentale par les services secrets chinois à cause de leurs publications non autorisées sur Xi Jinping. Ceux qui m'ont arrêté m'ont fait signer 2 clauses. Dans la première clause, je m'engageais à renoncer à informer mes proches de cette arrestation. Dans la seconde clause, je devais renoncer à solliciter un avocat. C'est à ce moment-là que je leur ai demandé ce qui m'était arrivé. Quel crime j'avais commis pour être traité de telle manière? Il n'y avait personne pour m'expliquer quel crime j'avais commis. Ils ont mis en scène un tribunal, mais en réalité, tout était faux. Ils ont diffusé des images à la télévision officielle où je suis soi-disant en train d'être jugé par ce faux tribunal. Lam Wing-ki est menacé de rester en prison à vie s'il ne collabore pas avec la police. Il doit réciter de faux aveux et demander publiquement pardon. Ils ont passé 8 mois à me faire un lavage de cerveau. Ils voulaient que je répète mot pour mot les phrases qu'ils me dictaient. Le libraire est finalement relâché grâce à un pacte avec la police. Il doit fournir la liste de ses clients et retourner dans sa librairie comme agent infiltré du parti. Mais une fois libéré, il rompt le pacte et prend le risque de dénoncer publiquement son calvaire. En 2019, Xi Jinping amorce un projet de loi pour faire extrader vers Pékin les démocrates résistants comme Lam Wing-ki pour toutes sortes d'accusations prétextes. Cette tentative de reprise en main déclenche un mouvement de manifestation démocratique d'une ampleur sans précédent. Xi Jinping veut mettre fin le plus rapidement possible à cette gangrène de Hong Kong. C'est très grave. C'est une crise qui peut dégénérer. Ce qui faisait ces dernières décennies les fondements de la société
hongkongaise, la liberté d'enseigner, la liberté de presse, des formes démocratiques, notamment à travers les élections locales, etc. L'ensemble de ces valeurs, elles sont remises en cause. En 2020, Xi Jinping profite de la crise du Covid pour faire adopter par l'Assemblée populaire une loi sur la sécurité nationale qui lui permet de faire arrêter et condamner les leaders historiques du mouvement démocratique. La loi chinoise commence à s'appliquer à Hong Kong, et donc Pékin est en train d'annexer purement et simplement Hong Kong. Le système judiciaire s'est complètement détérioré. Nous voyons maintenant que le système judiciaire est devenu un outil du Parti communiste pour réprimer les démocrates. Hong Kong est comme un enfant sans défense qui va mourir étouffé par un gros serpent. C'est ce contrôle total, ce contrôle totalitaire qu'on voit se développer à Hong Kong aujourd'hui. La répression a été brutale. Beaucoup de Hongkongais ont décidé de se réfugier à l'étranger parce qu'ils considèrent que c'est la seule solution pour eux d'entrer en résistance. Une seconde loi permet de placer à la tête de Hong Kong des élus pro-Xi Jinping. Les candidats hongkongais jugés pas assez patriotes par la police ne peuvent plus se présenter aux élections. Alors ils ont inventé un truc tout simple, c'est comme en Russie, c'est formidable. C'est une commission indépendante, donc dans les mains du Parti communiste chinois, qui va décider qui a le droit d'être candidat. Ça c'est plus simple, on n'a même plus besoin de truquer les élections, on empêche les gens d'être candidats. Le problème de Hong Kong ne concerne pas seulement le petit territoire de Hong Kong. Je pense que Hong Kong est à l'avant-garde de la lutte entre l'Occident et la Chine, entre la démocratie et la dictature. Parce que si Hong Kong perd, c'est tout l'Occident, tout le monde démocratique et libre qui perd. Xi Jinping croit à une nation chinoise unifiée dans le patriotisme et la loyauté au parti. Dans cette société, toutes les minorités religieuses doivent être assimilées à la culture dominante, de gré ou de force. Au Xinjiang, à l'ouest de la Chine, ce sont plus de 10 millions de Chinois, Ouïghours et Kazakhs, musulmans et turcophones, qui posent problème à Xi Jinping. Dans cette région conquise par Mao en 1950, les Ouïghours rêvent toujours d'indépendance. En 2014, après une vague d'affrontements et d'attentats visant l'État chinois, Xi Jinping décide de régler la question ouïghour une fois pour toutes. Il lance, dans le plus grand secret, un plan très précis pour soumettre les minorités musulmanes de la région. En 2014, Xi Jinping a fait une visite en région ouïghour. Et ça a été beaucoup médiatisé, notamment sa visite chez les militaires en montrant des outils de torture, en disant qu'il fallait éradiquer toute menace à l'unité du pays. La population ouïghour a commencé à être diabolisée dans toute la Chine, montrée de doigt comme une population dangereuse, donc à exclure du reste de la population. Xi Jinping envoie au Xinjiang 1 million de fonctionnaires chinois pour contrôler les maisons ouïghours, espionner leurs pratiques, ficher et dénoncer le moindre signe d'insoumission idéologique ou culturelle. 500 000 enfants auraient été éloignés de leur famille. Dans le même temps, plus de 300 camps de détention sont spécialement construits, à la hâte et dans l'ombre. Des camps de rééducation idéologique, des camps de travail forcé et des prisons haute sécurité. Une véritable politique de la terreur. L'appellation des camps, c'est toute une stratégie de communication. Bien sûr, la Chine ne les appelle pas des camps, c'était des hôpitaux. Lorsqu'on demande les nouvelles de telle ou telle personne, la réponse était souvent « Ah oui, il est malade, il est parti à l'hôpital ». C'était ça le langage utilisé. Les Ouïghours étaient considérés comme des malades, atteints du virus de l'islam. Dans ces camps, les Ouïghours subissent un véritable lavage de cerveau. Leur religion, leur langue et leur culture doivent disparaître au profit du parti et de la culture Han dominante. Depuis 2017,
il y aurait en permanence au moins 1 million de personnes internées de force dans ces camps. Des centaines de témoignages de viols et de tortures ont été répertoriés. Alors selon les données qui sont disponibles, il y aurait donc non seulement des camps d'internement, mais aussi du travail forcé, des stérilisations forcées, la destruction d'une partie du patrimoine culturel et plus largement une surveillance de masse de la population. Ce sont des violations de fait des droits de l'homme, potentiellement des crimes contre l'humanité. Le gouvernement américain et les parlements britanniques, canadiens et néerlandais sont les premiers à qualifier la répression des Ouïghours de génocide. La politique actuelle de Pékin au Xinjiang, elle reflète une chose sur la personnalité de Xi Jinping. C'est qu'il est prêt à accepter les risques considérables que la mise en œuvre d'une telle politique fait jouer sur l'image de la Chine à l'étranger, mais aussi sur les relations de la Chine avec certains pays, notamment les pays occidentaux. Ce qui est certain, c'est que ce qui se passe pour les Ouïghours actuellement, c'est l'enfermement le plus important de masse que le monde a connu depuis la Deuxième Guerre mondiale. Le Xinjiang est désormais la région la plus surveillée au monde et un laboratoire pour le contrôle de la population chinoise dans son ensemble. Pour assurer la stabilité du régime, Xi Jinping veut être le premier au monde à créer un système généralisé de contrôle de la population capable de régir tous les aspects de la vie des citoyens. Pour cela, il teste actuellement dans plusieurs villes chinoises un système de surveillance et de notation appelé crédit social. Il y a quelques années, quand je sortais de chez moi, j'étais souvent suivi par un véhicule. Mais maintenant, ça a changé, car on peut suivre absolument tous les déplacements grâce aux caméras et aux équipements de surveillance. Par exemple, ils savent parfaitement où je suis allé aujourd'hui. C'est très perfectionné. Maintenant, Big Brother est vraiment partout. À chaque endroit, à chaque moment, il y a un œil qui te surveille. Et c'est évidemment l'œil du gouvernement. Une nouvelle technologie de reconnaissance faciale met instantanément un nom et des informations personnelles sur un visage, même en mouvement. Les Chinois sont donc officiellement tous fichés par un logiciel policier. Il n'y a pas de restrictions en Chine, il n'y a pas de loi sur les données personnelles, elles ne sont pas respectées. Le parti a la liberté totale d'ouvrir cet espace et de faire ce qu'il ne pouvait pas faire auparavant, c'est-à-dire entrer dans la vie intime du peuple chinois. Sur sa fiche, chaque citoyen dispose d'un capital de 1000 points. À chaque action, dans sa vie privée ou professionnelle, sur son compte bancaire ou sur les réseaux sociaux, le système lui attribue une sanction ou une récompense et note des gains ou des pertes de points. Le crédit social est un système où les informations de base sur tous les citoyens seront consignées dans un registre permettant d'évaluer s'ils sont de bons ou de mauvais citoyens. C'est donc un formidable instrument de contrôle. Par exemple, il est utilisé pour décider qui sera autorisé ou pas à voyager à l'étranger et même à l'intérieur du pays. Si vous avez une mauvaise notation parce que vous avez critiqué le président sur un réseau social, que vous avez fait preuve d'indiscipline dans votre travail, etc., il y a des professions qui vous seront interdites. Vous ne pourrez pas être enseignant, vous ne pourrez pas être policier, vous ne pouvez pas être cadre du parti ou cadre d'une entreprise. Lors de sa visite en Chine en mai 2018, la chancelière allemande Angela Merkel confie toute l'inquiétude que lui inspire ce nouveau système de contrôle social qui dépasse, selon elle, toutes les anticipations d'Orwell. Cette question-là, elle va déterminer le sort de la planète entière, puisque des entreprises technologiques chinoises, un jour, en tout cas aujourd'hui, cherchent à s'étendre à l'étranger. De nombreux nouveaux médias comme Facebook prennent en compte les instructions de la Chine. Il y a 2 jours, j'ai publié sur Facebook un texte critiquant le Parti communiste chinois, mais sans propos haineux ou violents.
Pourtant, j'ai reçu une notification de Facebook me disant que mon compte était suspendu pendant 24 heures. Donc, même si je vis aux États-Unis, je n'ai pas la liberté totale de critiquer le Parti communiste chinois. Le Parti communiste chinois a déjà commencé à affaiblir les valeurs des droits de l'homme et de la liberté d'expression au niveau mondial. Une loi adoptée en 2017 oblige les entreprises chinoises de télécommunications installées à l'étranger à collaborer avec les services secrets chinois et à préserver la confidentialité de ces échanges. Les États-Unis, la Suède ou la Grande-Bretagne refusent les technologies chinoises de 5G de crainte d'être espionnés. Président à vie depuis 2017, Xi Jinping poursuit, étape après étape, son plan pour faire de la Chine la première puissance économique, technologique et militaire mondiale. Après avoir testé le président Xi Jinping, il a été reconnu comme un leader très fort et compétent, un leader respecté. Et nous ne voulons pas perdre cette chance. Nous voulons le garder le plus longtemps possible. Et j'espère vraiment qu'il pourra continuer à apporter sa contribution à la Chine et au reste du monde. Alors que la population chinoise, dans une large majorité, semble adhérer au rêve chinois de toute puissance, promis par Xi Jinping, la communauté internationale semble avoir pris conscience du vrai visage du président chinois et de la nature de son régime. Pour la première fois, elle demande officiellement des comptes à Xi Jinping sur les sujets les plus brûlants, à commencer par la crise du coronavirus, partie de Chine et qui a causé des millions de morts dans le monde entier. 1 an et demi après l'irruption de cette pandémie, la Chine n'a toujours pas expliqué pourquoi elle a gardé le silence sur la transmission agressive du virus et pourquoi de fausses pistes ont été lancées sur son origine par des officiels chinois. C'est peut-être la première fois dans les 2 ou 3 dernières décennies que la Chine mène une campagne de désinformation, une campagne de propagation de rumeurs et de fausses informations, afin encore une fois de faire perdre du temps aux autorités politiques étrangères. L'enquête de l'Organisation mondiale de la santé à Wuhan, étroitement contrôlée par le parti, est un échec. L'origine du virus demeure un mystère. Alors, pour comprendre le virus chinois et éviter que le scénario ne se reproduise, la communauté scientifique internationale lance plusieurs appels à la Chine pour avoir accès à toutes les données sur toutes les hypothèses, y compris celle de l'accident de laboratoire. As I have said, all hypotheses are on the table and warrant complete and further studies from what I have seen so far. Pour la Chine, la piste de l'accident de laboratoire est évidemment extrêmement compliquée. Pour une raison simple, c'est qu'elle remet en cause l'ensemble du récit national imposé par la Chine et potentiellement, elle ferait de la Chine le responsable de la pandémie et non pas le pays responsable qui a essayé de sauver le monde. Lors de la première rencontre entre le gouvernement Biden et le gouvernement Xi Jinping en Alaska, en mars 2021, le climat n'a jamais été aussi glacial. Today, we'll have an opportunity to discuss key priorities, both domestic and global. We'll also discuss our deep concerns with actions by China, including in Xinjiang, Hong Kong, Taiwan, cyber attacks on the United States, economic coercion toward our allies. Each of these actions threaten the rules-based order. 任何诋毁中国社会制度的做法都是徒劳的。美国有美国式的民主，中国有中国式的民主。 Pour la première fois, nous avons affaire à un dirigeant et à un pays puissant, la deuxième économie du monde, militairement extrêmement armé,
qui assume une rupture. Jusque-là, les régimes autoritaires prétendaient respecter les valeurs universelles des droits de l'homme. Xi Jinping a dit non, non, c'est fini. Les droits humains, ça ne s'applique pas en Chine. Ça ne nous concerne plus. N'essayez pas de nous convaincre, nous assumons cette rupture. I've known Xi Jinping for a long time. Doesn't have a democratic with a small d bone in his body, but he's a smart guy. Un bras de fer s'engage entre la Chine et les pays occidentaux. Le président des États-Unis appelle à un front uni des démocraties pour défendre leurs valeurs. De manière concertée avec les États-Unis, le Canada et le Royaume-Uni, l'Union européenne prend les premières sanctions contre la Chine depuis le massacre de Tiananmen, visant les officiels chinois accusés de participer à la répression des Ouïghours. Il n'y aura pas de changement dans la détermination européenne à vouloir défendre les droits de l'homme et à vouloir répondre aux violations sérieuses et aux abus partout où ils sont commis. Pour contrer les menaces militaires de Xi Jinping sur Taïwan, les Américains intensifient les exercices militaires de l'Alliance Indo-Pacifique avec le Japon, l'Australie, l'Inde et la France. L'idée selon laquelle, pour certains, un conflit dans le détroit de Taïwan se limiterait à la Chine et à Taïwan est une erreur. Il y aurait de fait un conflit soit global ou en tout cas un conflit aux conséquences globales. De son côté, Xi Jinping multiplie les exercices militaires conjoints avec la Russie et ses nouveaux alliés. Avant la Seconde Guerre mondiale, le nazisme et le fascisme étaient une menace pour le monde. Aujourd'hui, c'est la Chine qui lance un nouveau défi au monde démocratique, avec un mélange de fascisme, de tradition impériale chinoise et de totalitarisme technologique. Si l'on prend en compte le fait que la Chine est la deuxième économie, la première population, le quatrième territoire et le plus grand parti autoritaire du monde, on comprend que le défi qu'elle représente est plus dangereux que les précédents défis. Si Xi Jinping parvient à réaliser le plan qu'il s'est fixé, c'est un régime autoritaire qui commandera la marche du monde.